Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 28 juin 2013 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vais vous lire un petit passage de cet ouvrage, Théodore Roszak, La menace américaine, livre que j'ai rapidement parcouru. J'ai picoré dedans les passages qui m'intéressaient parce que beaucoup de choses qui sont dans ce livre, eh bien, je les connaissais déjà, comme les préparatifs à la guerre d'Irak, par exemple. Mais je ne cesse de penser à ces 58% d'Américains qui approuvent la politique d'espionnage du gouvernement américain. Et je ne peux m'empêcher d'y faire le lien suivant, que ces 58% d'Américains qui ont une vision angélique d'eux-mêmes, n'ayant rien à se reprocher, n'ayant rien à cacher, ça ne les gêne pas que l'administration américaine collige, empile une quantité invraisemblable de renseignements sur eux. Et j'y vois un lien entre la prise de psychotropes, qui est une façon de geler, de congeler l'inconscient. Si nous nous croyons dépourvus d'inconscient et que la part d'ombre ou tous les troubles ou encore les ondes de notre psyché qui sont plongées dans le clair-obscur, si nous croyons que ces zones-là n'existent pas parce que nous sommes indemnes de toute contradiction et que ces contradictions-là, elles sont congelées par des psychotropes, eh bien, c'est assez clair. Pas de vie intérieure, pas d'inconscient. Alors à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Les robots peuvent aller farfouiller dans cet inconscient désertifié. Pour moi, il y a un lien très clair. Alors à partir du moment qu'on se sait faillible, qu'on se sait fragile, qu'on se sait la proie de pulsions contradictoires et que nous consentions à les vivre dans toute sa dimension, à la fois tragique, mais à la fois également positive, alors à ce moment-là, nous supportons assez mal que des robots viennent quadriller, viennent cadastrer ce que nous croyons encore notre jardin secret, même s'il est rempli de nombreuses fleurs, parfois vénéneuses. Mais le passage ici qui m'a intéressé beaucoup, ah oui, une petite parenthèse sur Théodore Roszak, c'est à lui qu'on doit le terme de contre-culture, comme l'a exhumé notre ami Jean-Paul Coupal, l'historien et blogueur, que je vous invite toujours à aller lire. Toujours intéressant, les textes de Jean-Paul. Et alors c'est lui, il l'a dit succinctement, il a fait une recherche rapide, il a trouvé sur Wikipédia de l'avantage d'être formé. Nous sommes formés, les merveilleux outils que sont l'Internet, eh bien, sont vraiment intéressants pour pouvoir faire des recherches rapides. Si nous ne sommes pas déjà formés, possible que ça tourne mal, tout ça. Alors, le passage que je vais vous lire, simplement, c'est où il s'en prend aux disciples de Léo Strauss et de Hayek et de Milton Friedman. Mais que ce verbiage idéologique paraît absurde quand on se rend compte que l'activité intellectuelle conservatrice, même quand elle se part de notes de bas de page et une bibliographie, ne porte en fin de compte que sur l'argent et les privilèges. L'argent et les privilèges d'une élite d'entreprise déjà puissante. Et nous avons bien une différence, et là nous avons bien une différence entre la gauche et la droite. Les écrivains de gauche n'ont jamais palpé de gros chèques de la part des syndicats ni des chômeurs. Personne n'est devenu riche en donnant libre cours à sa compassion pour les indigents et les défavorisés. Par ailleurs, l'aile droite de la politique américaine a plus qu'assez de richesses pour acheter les politiciens, les médias et les avocats nécessaires
pour défendre ses intérêts. De tous les intellectuels de droite qui ont trouvé des disciples aux États-Unis, aucun ne mérite plus d'honneur pour sa franchise qu'Ayn Rand, croyant que la fortune des capitalistes était la seule vraie défense contre le bolchevisme. Elle préconisa carrément le culte du dollar, symbole du billet vert. Pour elle, la politique était l'argent d'abord, suivi de rien du tout. En tant le talent dont les intellectuels conservateurs ont le plus besoin, c'est la capacité à étouffer la gêne qu'il éprouve sûrement quand il dépose les grandes idées des grands esprits au pied de ces grippe-sous institutionnels. En tant que disciples de Strauss, les triomphalistes sont un tissu de contradictions. En privé, ils aspirent au privilège de la supériorité intellectuelle, mais en public, ils prétendent être tentés par le populisme. On reconnaît bien là notre figure honnie, celle de Richard Martineau, qui, à 600 000 $ par année de salaire, prétend parler aux classes moyennes, et d'autant plus qu'il vient d'un milieu pauvre et qu'il s'offre en exemple d'émancipation, comme quoi quand on veut, on peut. En privé, il voudrait s'arroger le droit d'utiliser n'importe quelle combine pour s'emparer du pouvoir, mais en public, ils claironnent leur amour de la vertu. En privé, ils tiennent les postulats des pères fondateurs et même toute la vision universelle des Lumières, dont les États-Unis sont issus, pour une déviance radicale à la vérité intangible sur l'homme et la nature. Mais en public, ils se revendiquent comme patriotes. En privé, ils refusent l'égalitarisme et en public, ils prétendent parler au nom du peuple. En privé, ils considèrent la religion comme de la superstition pour les simples d'esprit, mais en public, ils font cause commune avec les fondamentalistes bibliques et les évangéliques apocalyptiques. Ainsi, Mathieu Bock-Côté se réclame d'un laïcisme catholique, se prétend dépositaire d'un héritage auquel, privément, il ne consent pas. La religion pour le peuple, mais pour lui, il s'en garde bien. Comment expliquer une telle confusion de la part d'individus relativement instruits? Peut-être ne s'agit-il rien d'autre que de l'hypocrisie de gens mus par l'ambition. Il y en a à qui le goût du pouvoir fait oublier les principes les plus élevés. Si l'occasion se présente, ils sont capables d'accepter d'écrire les discours ou d'être conseillés pour certains politiciens les plus crétins ayant jamais figuré sur la scène américaine, parmi lesquels Ronald Reagan et George William Bush. Ils sont prêts à faire de la religion l'opium du peuple, mais cachent leur mépris pour ceux qui ont besoin de cet opium afin d'obtenir les votes de l'électorat évangélique. Et en fin de compte, quel rapport cela a-t-il avec Platon, la philosophie, l'enseignement ésotérique et les vérités éternelles? Je conclue ici. Le trait le plus curieux des intellectuels triomphalistes est leur fascination pour les enseignements ésotériques, un trait déconcertant qui leur vient de Léo Strauss. On y sommes. Nous y sommes là, avec Léo Strauss. Allez. Je vous montre Casimir. Voilà, mon petit Casimir. Oui, une belle bête. Casimir le Casimpire. Bon, j'ai perdu ma page, ça va bien. Hmm. Enfin, ce que nous dit, ce que nous dit
Théodore Roszak, c'est qu'au fond, Léo Strauss était devenu un amateur d'écriture ésotérique et il prétendait que dans les grands textes canoniques, Platon par exemple, il y avait un sens caché, codé, crypté, que seuls des initiés pouvaient, par de très longues et fastidieuses études, pouvaient avoir accès. Et quant à moi, l'ésotérisme est une autre manière de se nimber de mystère afin de dissimuler aux autres, et peut-être, qui sait, à soi-même, toutes les turpitudes d'un esprit épris de pouvoir et de... Ah ben voilà, je l'ai retrouvé. Ces textes dans le texte étaient censés être trop explosifs pour être révélés aux non-initiés. À aucun prix, donc, on ne devait laisser la populace apprendre ce que Platon avait vraiment dit. Il y a quelque chose de presque comique dans la peur des Straussiens à révéler les enseignements cachés de leur mentor. S'il y a bien des messages ésotériques dans l'œuvre de Strauss, ils sont bien à l'abri d'un œil profane. En dehors d'un séminaire de 3e cycle, on ne peut imaginer quelqu'un accorder 4 minutes d'attention à l'un de ses traités. Son érudition est pédante à l'extrême, dense, subtile, complexe, à l'image de toutes les œuvres qu'il a passé sa vie à élucider. Platon, Lucrèce, Aristote, Machiavel, Spinoza. Mais en tant qu'universitaire, il est excessivement exigeant et fatigant, ce qui ne remet pas en cause sa profondeur ni sa perspicacité. Comme beaucoup de grands esprits, il demande du travail. Par ailleurs, le penchant de Strauss pour l'ésotérisme peut prendre un caractère inquiétant quand on imagine l'influence que ce goût peut avoir sur ceux de ses disciples passés à la politique, surtout les bureaucrates qui s'activent dans l'ombre. Strauss croyait que le surhomme nietzschéen, ce chef prêt à se salir les mains afin de rendre le monde meilleur pour les masses plongées dans l'ignorance, avait un rôle à jouer dans la société. Des idées dangereuses quand elles sont reprises par des gens habités par une ambition politique et qui ne sont que trop désireux de fouler aux pieds la morale conventionnelle. Ben voilà. Alors voilà. Théodore Roszak, La menace américaine. C'est tout. Je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite, toutes les suites possibles. Je vous attends sur ma page Facebook. Je vous attends également à ma librairie, l'Occasion et d'Ancien, le Libre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Allez, et bonne journée sous la pluie. Une énième journée sous la pluie. Nous sommes devenus des amphibies. Au revoir.